Đà Lạt trải qua nhiều thăng trầm và đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng, rất độc đáo. Và điểm đến trước mắt Nguyễn Thu muốn giới thiệu với chúng tôi chính là công viên Yersin, nơi đặt tượng vị bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin đã có công tìm ra và đề xuất chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng từ hơn 120 năm về trước. Nhìn từ trên cao, công viên như một bức tranh kiều diễm, đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp ấy đã tạo nên một sự khác biệt, một không gian văn hóa, một điểm đến ưa thích của du khách. Xin giới thiệu với anh Hiếu, đây chính là tượng của một người rất là nổi tiếng, đó là ông Alexandre Yersin, người tìm ra Đà Lạt năm 1893. Le mal, le bien, Bouddha. Alexandre Yersin, un autre Bouddha, fêté comme un Bouddha, un dieu pacifique et regretté. Curieux voisinage, tous les mois, à chaque lune depuis 50 années, depuis le jour de sa mort, ces Vietnamiens de la région de Nha Trang sur la côte d'Annam se réunissent et chantent en son honneur. Ils le vénèrent. Lui est né là au rez-de-chaussée. On peut jeter un coup d'œil depuis le jardin? On peut jeter un coup d'œil depuis le jardin. Ben, volontiers, oui. Parce que la maison aura peut-être un petit peu changé de physionomie parce que ça fait des années. Donc il serait né ici, à l'étage du bas. Au parterre, c'était l'appartement de service. C'était l'appartement de service pour le papa, puisqu'il était un tendon de la poudrerie. C'était un appartement de service. Nous nous trouvons côté jardin de la maison où Alexandre Yersin est né le 22 septembre 1863. Son père était depuis environ une année intendant de la poudrerie d'Aubonne qui dépendait de la Confédération. Malheureusement, son papa est décédé brusquement environ 20 jours avant la naissance d'Alexandre et laisse seule la maman Fanny Yersin et ses 3 enfants, Émilie, Franck et Alexandre. L'appartement qu'habitait la famille au rez-de-chaussée, c'était l'appartement de service, puisque à l'étage, les appartements étaient habités par un châtelain qui exploitait aussi un domaine agricole. Donc, puisque l'appartement est un appartement de service, Madame Yersin et ses enfants doivent quitter l'appartement et on les retrouvera avec une autorisation de séjourner dès le 14 décembre à Morges. Yersin est dans un monde qui signifie le début de la période de l'industrialisation, une période où la recherche va s'intensifier. C'est un monde qui est très animé, mais c'est un monde encore très traditionnel. On est au 19e siècle. C'est un monde dans lequel les hommes ont leur rôle, les femmes ont leur rôle. On ne mélange pas les genres. Et donc, Yersin grandit dans une ambiance simple, une certaine rigidité et dans un monde en plein développement au fond. Yersin a quitté sa famille pour la première fois. Il est donc un peu seul à Marbourg et d'autre part, il va devoir communiquer en allemand, non seulement avec la famille Vigan, mais aussi avec les personnes qu'il va rencontrer dans le cadre de ses études universitaires. C'est effectivement à Marbourg qu'il aura la possibilité d'assister
à des premières opérations. Ça ne fait pas partie du programme normal que d'aller regarder des opérations, voire assister à des opérations, donner un coup de main. Mais Yersin est passionné par la chirurgie. Paris, évidemment, c'est une ville qui offre beaucoup de possibilités à un jeune homme qui vient d'une petite bourgade comme celle de Morges. Paris, c'est une vie extrêmement mouvementée. Les artistes vont à Paris, les écrivains vont à Paris, les peintres vont à Paris, tout le monde va à Paris. C'était un Paris qui venait d'être transformé par Haussmann, puisque Haussmann c'était Napoléon III, et donc pendant la période des années 1850-1870, Paris a commencé à se transformer avec de grandes avenues et les immeubles qu'on qualifie de haussmanniens. Alors à l'époque, c'était essentiellement des voitures à cheval. Il y avait des fiacres, je crois qu'il y en avait de l'ordre de 10 000 à Paris. Il y avait des omnibus tirés par des chevaux, des omnibus à 2 étages, à l'impérial. Il y avait beaucoup de circulation, beaucoup d'embouteillages de ces voitures à cheval. Et une chose amusante, c'est que c'était aussi les débuts de la bicyclette. On voyait les premières bicyclettes dans Paris, et la bicyclette sera un outil que Yersin appréciera beaucoup. Les premiers vélos, voilà un petit peu l'impression qu'on pouvait avoir. C'est encore le chantier aussi du Sacré-Cœur. Et puis, il y a un chantier à venir, il y a un grand projet, c'est de construire une grande tour en fer près du Champ de Mars. On a assisté aux funérailles nationales de Victor Hugo en mai. Et aussi, surtout, c'est le 6 juillet, la première vaccination contre la rage. Donc, premier vaccin appliqué à l'homme et découvert par Louis Pasteur. Yersin est venu pour suivre des cours de médecine, pour achever ses études de médecine. Donc il s'inscrit à la faculté. Il était à l'hôpital de la Pitié, et c'est à la Pitié-Salpêtrière qu'on a fait des autopsies de gens qui étaient morts de la rage, et en particulier de 3 Russes parmi les 19 qui avaient été envoyés en urgence à Pasteur, puisqu'il s'était fait mordre par un loup enragé. Et sur les 19, il y en a 3 qui étaient tellement sévèrement atteints qu'ils n'ont pas pu être sauvés par le vaccin de Pasteur. Et donc les autopsies de ces Russes ont été faites à la Pitié-Salpêtrière. Et Yersin, justement, assiste à ces autopsies. Puis une autre personne aussi assiste, c'est le docteur Roux, qui est le proche collaborateur de Pasteur. Et c'est la rencontre entre Roux et Yersin. Yersin entendait beaucoup parler de Pasteur, bien entendu, des théories pasteuriennes. Il était très excité par ça, de même d'ailleurs par tout ce qui était nouveau pendant toute sa vie. Donc il rêvait de rencontrer Pasteur, et Yersin est allé voir une séance de vaccination contre la rage. Et là, il n'est pas forcément très impressionné d'ailleurs par cette rencontre, parce qu'il trouve que c'est un petit bonhomme qui n'est pas très, très aimable. Voyons, entrez ou n'entrez pas, mais ne restez pas là, bouchez la porte. Rémi entre alors et je le suis. Mais à peine suis-je dedans que le bonhomme se retourne comme une bombe pour me crier « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Ce bonhomme, c'est Monsieur Pasteur en personne. Je ne me le figurerai pas comme cela.
Roux lui demande de devenir son préparateur. Et Yersin s'occupe aussi des malades, des soins aussi des mordus. Et il se rend indispensable. Il va aussi traduire certains articles, comme il parle parfaitement l'allemand, il va se rendre indispensable en faisant ces traductions. Donc Yersin, à l'hôpital, était confronté journellement à des enfants qui avaient soit la tuberculose, soit la diphtérie. Yersin avait beaucoup d'empathie, disons, pour ces enfants malades. Et ça avait déjà commencé à Marbourg, où il parlait de ses petits amis de la clinique, puisqu'il avait commencé ses études médicales. Et à nouveau, aux enfants malades, il était bouleversé de voir ces enfants malades, ce qui, pour un médecin, c'est finalement, d'habitude, il garde une certaine distance, mais lui était manifestement très impliqué et il était catastrophé quand l'un de ces enfants malades mourait de la diphtérie ou de tétanos. Et ça, ce sont deux grandes maladies terrifiantes aussi à l'époque. La diphtérie est terrifiante, on l'appelle la terreur des familles, la terreur des mères, parce que les enfants meurent dans d'atroces souffrances. Il y a ces fameuses membranes qui bloquent l'entrée du larynx, du pharynx, et qui étouffent les enfants. Il trouvait que c'était une maladie terrible et qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Et il a convaincu Roux de commencer à s'intéresser à la diphtérie. Donc ce qu'ont fait Yersin et Roux, dans une première étape, ça a été de montrer effectivement que la bactérie de la diphtérie sécrétait un poison qui a reçu le nom de toxine diphtérique. Et ils ont montré qu'avec cette toxine, finalement, chez l'animal, on reproduisait les symptômes qu'on observait lors de l'infection par la bactérie. Donc c'était le poison qui était responsable de la maladie, d'une certaine façon. Il se fait naturaliser français parce qu'il ne peut pas espérer une carrière justement en France s'il n'est pas naturalisé. Il a une lointaine descendance française par sa mère et c'est vraiment quelque chose qui se fait très rapidement. Et il raconte à sa mère, il dit c'est aussi peu solennel qu'un mariage. Alors le mariage, voilà la grande question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une femme aussi qui va le retenir Mais il dit non, j'y ai réfléchi et vraiment non. Non, ce n'est pas du tout. En fait, ce n'est pas sa vocation. Bon, il a eu une déception amoureuse et puis il demande à un moment à sa mère tu tâtes le terrain pour cette personne que je connais depuis longtemps. La personne en question dit non, ça m'intéresse pas. Yersin dit bon, point terminé, n'en parlons plus. Et il n'en a plus jamais parlé. Il y a chez Yersin un Paris d'avant 1889 et un Paris d'après 1889. L'exposition universelle marque pour Yersin un tournant dans sa manière d'appréhender la ville de Paris. Alors si avant 1889 il est totalement passionné par tout ce que la ville de Paris peut offrir comme distraction, il est aussi passionné par l'exploration de Paris, à pied ou à bicyclette, avec son guide Baedeker. Il va au théâtre, il va au Louvre, il va écouter de la musique. Et en 1889, Yersin découvre une ouverture sur le monde à travers le pavillon transatlantique, à travers les pavillons exotiques qui représentent la vie dans les colonies, la rue du Caire.
mais aussi les pavillons de l'Indochine, avec des gens de là-bas qui ont été engagés comme acteurs et qui doivent mimer une vie indo-chinoise ou une vie nord-africaine parfaite. Yersin travaille avec acharnement. Il mènera à bien d'importants travaux, son travail de thèse sur la tuberculose, d'importants travaux sur la toxine diphtérique avec Émile Roux. Mais l'exposition universelle de 1889 lui a montré qu'il existait encore un autre monde que celui des laboratoires. C'est cette ouverture sur le monde qui remet en question son attachement aux travaux scientifiques, au monde de laboratoire très cloisonné. Et Yersin, je crois, a besoin d'espace, il a besoin de vivre au grand air, il a besoin de pouvoir vivre d'une manière beaucoup plus indépendante qu'il peut le faire à l'Institut Pasteur à Paris. Il a fait son choix. C'est pas une existence avec une femme, des enfants. C'est une autre attirance pour sillonner les mers. Il découvre la mer et il s'embarque sur la messagerie maritime comme médecin de bord pour voyager, aller ailleurs. Pour Yersin, la vie de médecin de bord n'apporte pas de défis insurmontables. Yersin a très vite fait son travail. Donc le travail sur le bateau pour Yersin se limite à un certain nombre d'activités journalières et très routinières. Yersin s'ennuie, et quand il s'ennuie, eh bien, il s'occupe différemment, il ne reste pas sans rien faire. Donc il va en cabotant entre Saïgon et Manille apprendre avec le capitaine à faire le point, à déterminer la longitude, la latitude, donc la position exacte du bateau dans la mer par rapport au soleil, par rapport à l'étoile polaire. C'est un apprentissage qui lui sera utile pour ses explorations qu'il effectuera quelques années plus tard. Il est pratiquement médecin de bord sur un navire qui fait Saïgon-Manille aux Philippines. Mais il ne navigue pas tous les jours parce que ce bateau reste quelques jours à Saïgon, on attend le prochain voyage. Yersin est affecté donc sur la ligne des messageries maritimes entre Saïgon et Manille. Et lors d'une escale à Saïgon, il apprend qu'un médecin français est arrivé à l'hôpital. Il va le rencontrer, c'est Calmette, qui est mandaté par l'Institut Pasteur de Paris
pour créer un institut Pasteur à Saïgon qui sera le premier institut hors de France. Yersin décline l'offre de travailler avec le docteur Calmette à Saïgon. Il rêve d'aventure. Ce petit trajet a certainement été le plus joli de l'excursion. Figure-toi un arroyo, étroit et tortueux, coulant au milieu d'une épaisse forêt tropicale. Il faut y participer pour en sentir tout le charme. Aucun récit ne peut rendre les sensations que l'on éprouve. Cette sorte de liberté sauvage dont on jouit ne peut être comprise en Europe, où tout est si réglé par la civilisation. Je comprends qu'il soit difficile, quand on a vécu quelque temps dans ces pays, de se refaire aux mœurs de la vieille Europe. Il passe et repasse devant la grande baie merveilleuse de Nha Trang. Il en est très séduit. Et puis surtout, au loin, se dessine la chaîne anamitique. Alors ça, c'est une chaîne de montagne qui est très peu connue. Il y a certaines expéditions qui ont tenté. Et tout à coup, il a l'idée d'explorer ces régions.
c'est toujours cette attirance, cette curiosité de voir au-delà. Et ça se reflète toujours dans la vie de Yersin, enfin, c'est une constance. Il a rêvé d'être médecin, il ne le sera pas. Il est attiré par la recherche, parce que la médecine, pour lui, il ne peut pas concevoir de demander de l'argent aux patients. C'est pour lui demander la bourse ou la vie. Donc, il y a autre chose qui l'attire et il va aller jusqu'au bout. À chaque fois, il va jusqu'au bout de son but, de ses rêves. Et il va entreprendre des explorations. Et donc, il va entreprendre ces 3 expéditions pendant 3 années. Ce sont des épreuves terribles. Ce n'est pas exploré. Donc, il faut qu'il trace des routes. Il va de montagnes donc escarpées, de forêts en rizières, en plaine. Il affronte des orages terrifiants, des chaleurs aussi extrêmes. Au bout d'1 heure et demie de route, nous arrivons au premier village Mohi. Les Mohi ou sauvages sont des gens de grande taille, fort simplement vêtus d'une ceinture. Leur visage diffère beaucoup de celui des Anamites. L'air plus fier et plus sauvage. C'est intéressant de constater que pour Yersin, même s'il utilise le terme de Moi, qui traduit veut dire sauvage, ne considère pas les sauvages comme des êtres inférieurs. Il les considère comme des enfants. Dans un certain sens, il est un colonial, même si on a voulu prétendre qu'il n'en était pas un, puisqu'il vit à l'époque coloniale et qui se fond dans la vie coloniale. Donc il est, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est colonial. Ça n'exclut pas pour lui des relations humaines franches avec ces gens-là. C'est peut-être la clé de son succès, c'est d'être toujours authentique, d'être toujours lui-même, d'être honnête, de ne pas mentir, de toujours faire part de ses intentions telles qu'il veut les réaliser. Et il retrouve chez ces gens qu'on appelle sauvages des partenaires. Les relations entre Yersin et les Moy n'ont pas toujours été faciles, loin de là. Yersin a maintes fois risqué sa vie, mais il a su comprendre les Moy. Il dit lui-même qu'il a appris à les aimer. Il a su négocier, il a même dû négocier pour le compte de chefs de village la paix entre des villages qui étaient en guerre.
Et de ces relations avec les Moy sont nées de solides amitiés. Au village de Picot, on ne veut pas laisser entrer Yersin et ses hommes. Ils doivent donc établir leur camp à l'extérieur du village. Peu de temps après, le chef du village et ses guerriers viennent trouver Yersin et lui demandent « Où vas-tu » Yersin répond « Je vais vers le nord ». Le chef du village ajoute « Il n'y a pas de chemin vers le nord ». Et Yersin d'ajouter « C'est ce qu'on va voir ». Yersin rusé a déjà envoyé ses hommes repérer où se trouvaient les pirogues du village cachés sous les arbres au bord de la rivière. Et dès que le chef du village et ses guerriers sont retournés dans le village pour aller parlementer, Yersin et ses hommes montent dans les pirogues et traversent la rivière pour continuer leur chemin vers le nord. Oui, alors évidemment, rien ne se passe très simplement. Il va faire le coup de feu avec des brigands. Ah oui, alors Touk, le pirate, imaginez la situation dans laquelle se trouve un jeune explorateur qui apprend que ces pirates ont l'intention de massacrer un poste français. Et donc Yersin décide de se lancer à la poursuite. Donc avec quelques boys, un porteur de fusil, il les a chassés, et puis quand il s'est vraiment trouvé nez à nez avec eux dans une hutte, ces boys anamites étaient restés bien en arrière, s'est retrouvé tout seul. Autour d'un grand feu veillait une quinzaine d'hommes. En me voyant apparaître, il se lève et s'enfuit précipitamment sans crier à la garde. Du premier coup d'œil, je reconnais les chefs. Je m'avance donc vers la maison, persuadé que je suis suivi par mes anamites. Et tout à coup, je mets le canon de mon revolver à quelques centimètres de la poitrine de Touk qui se fait remarquer par sa haute taille et son air distingué. La surprise est complète. Les chefs se lèvent en sursaut avec une expression de terreur impossible à décrire. Puis, en moins d'une seconde, Touk jette ses mains en avant en criant « Ne tire pas !» Et il essaie de m'arracher mon revolver. Je veux tirer, mais il a eu la présence d'esprit de placer un doigt en arrière de la détente de façon à ce que cela m'est absolument impossible. Au même moment, je ressens une vive douleur à la jambe droite qui devient ensuite engourdie et comme paralysée. Ils commencent à me frapper avec leurs coupe-coupe et leurs piques. Mais où sont mes anamites ? Un coup de sabre m'enlève à moitié le pouce de la main gauche. Une pique me frappe en pleine poitrine. Les coups se multiplient. La situation ne peut plus durer. Je lâche mon revolver. Touk pousse alors un hurlement de triomphe en brandissant mon revolver. Il le décharge 4 fois sur moi sans m'atteindre. Puis les 5 chefs se précipitent dehors et s'enfuient à travers les rizières, me laissant maître du terrain, mais bien incapable de les poursuivre. Yersin s'est retrouvé tout seul avec une jambe cassée, les bandits en fuite, et ensuite il se fait transporter en hamac pour revenir sur la côte, donc plusieurs jours de trajet. Et là, il manque de se faire piétiner par une bande d'éléphants, parce que là encore, les porteurs l'ont abandonné dans la jungle. Donc encore une fois, il n'est pas du tout certain de... Il ne peut pas marcher, il a une jambe cassée, et il est seul allongé par terre avec une éléphante qui lui fonce dessus. Bon, j'aimerais pas être à sa place. Il s'en est quand même tiré.
Alexandre Yersin utilisait les éléphants pour économiser des porteurs. Il lui aurait fallu environ 50 porteurs, mais lorsqu'il avait à disposition 1 à 2 éléphants, ça permettait de pouvoir les charger avec une partie importante de ces charges qui étaient constituées de vivres, de munitions, mais aussi de cadeaux, notamment de rouleaux d'étoffes et de matériel pour le bivouac, du matériel pour les tentes. Et ces éléphants permettaient d'avancer pas très rapidement, mais d'une manière très sûre. Les éléphants passent partout. Les éléphants, lorsqu'ils ont un obstacle devant eux, que ce soit de la broussaille, des arbres, les arrachent d'un coup de trompe. Les éléphants sont aussi une sécurité de transport par rapport aux tigres. Mais parfois, les éléphants s'impatientent et puis ils sont capables de partir avec leur charge, de s'enfuir et de tout casser, tout briser, comme c'est arrivé à Alexandre Yersin à plusieurs reprises. Il part aussi avec des instruments pour se guider, un chronomètre, un théodolite, une boussole, qu'il prend d'ailleurs soigneusement dans un panier pour qu'il ne soit pas du tout chahuté sur les dos d'éléphant. Yersin fait une expédition donc, scientifique envoyée par le gouverneur général d'Indochine. Donc, le but du voyage, donc, d'étudier un projet de route partant de Saigon pour pénétrer en pays Moy. Sa deuxième exploration, alors là, ce sera la plus longue, hein, ça dure 7 mois, il va découvrir un plateau, Lang Bian, qui le séduit complètement à la sortie d'une grande forêt de pins. Il y a un grand plateau où il y a des herbes ondulantes qui lui rappellent la mer, d'ailleurs, mais dont l'air frais, très tonique, lui rappelle aussi la Suisse. Et au loin se détachent aussi les montagnes du Lang Bian. Đầu năm 1894, một đợt dịch hạch bùng phát và lan rộng ở Vân Nam, miền Nam Trung Quốc và đe dọa vùng biên giới Bắc Kỳ. Chính phủ Pháp và Viện Pasteur đã cử bác sĩ Yersin đi công tác để tìm hiểu tác nhân gây bệnh. Ngày 15 tháng 6 năm 1894, ông đã đến Hồng Kông với các thiết bị rất thô sơ mà ông đã mượn của phòng thí nghiệm vi sinh vật Bệnh viện Sài Gòn, bao gồm một nồi hấp, kính hiển vi Z và các ống nghiệm. Khi ông đến nơi, một nửa cư dân của thành phố đã chết và mỗi ngày có thêm hàng chục người chết. Tại hiện trường, bác sĩ người Nhật Shiparaburo Kitasako và 4 trợ lý của ông đã bắt tay vào làm việc và được hưởng nhiều hỗ trợ từ nước Anh. Vào thời điểm này, anh đang kiểm soát Hồng Kông. Yersin được bác sĩ người Anh Lawson
phụ trách các bệnh viện điều trị bệnh dịch hạch bố trí cho một phòng làm việc tại bệnh viện Kennedy Town. Ông được tiếp nhận như một đối thủ cạnh tranh và không nhận được bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào từ người Anh và người Nhật. Hơn nữa, xác của nạn nhân bệnh dịch hạch chỉ dành riêng cho nhóm của bác sĩ Kitasako, khiến Yersin bị tước đi các khả năng thực hiện các phân tích y học. Tuy nhiên, ông nhận được sự trợ giúp từ một nhà truyền giáo người Ý nói tiếng Pháp, cha Vigano, và ông đã dựng một túp lều tre ở bệnh viện Alice Memorial để có thể làm việc yên tĩnh hơn. Để có được xác của một vài bệnh nhân bệnh dịch hạch, ông đã đút lót một số lính thủy người Anh chịu trách nhiệm giám sát các nhà xác với vài đồng xu để có thể tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Nếu đội Nhật Bản làm việc trong điều kiện vệ sinh tốt hơn với các thiết bị hiệu quả hơn, bao gồm cả lồng ấp, và tập trung vào việc tìm kiếm các vi khuẩn trong máu, thì Yersin làm việc trong một môi trường không vệ sinh, không khí ở nhiệt độ môi trường và tập trung vào việc phân tích các hạch xoài, các vết thương của bệnh dịch hạch. May mắn là điều này mang lại cho ông một lợi thế hơn đối thủ của mình. Và ngày 22 tháng 6 năm 1894, chỉ một tuần sau khi ông đến, ông chắc chắn đã tìm thấy trực khuẩn của bệnh dịch hạch. Và ngày 24 tháng 6 năm 1894, trong một bức thư ông viết cho mẹ, ông bày tỏ, con đã nghiên cứu hàng chục trường hợp và không khó để tìm thấy loại vi khuẩn này phát triển mạnh trong các hạch xoài, trong các hạch bạch huyết, lá lách. Loại vi khuẩn này có hình dạng của một cây gậy nhỏ, có chiều dài chỉ nhỉnh hơn chiều rộng một chút và nhuộm màu một cách khó khăn. Nó giết chết những con chuột nhắt, chuột lang với các tổn thương của bệnh dịch hạch. Con luôn tìm thấy loại vi khuẩn này, con không còn nghi ngờ gì nữa. Con còn rất nhiều điều để kể với mẹ, nhưng có hai xác chết chờ đợi con và những quý ông này cần được nhanh chóng chuyển đến nghĩa trang. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ. Mẹ nhớ rửa tay sau khi đọc thư của con để không bị nhiễm bệnh dịch hạch. Ông tiến hành lại thí nghiệm về sự lây truyền của căn bệnh này ở chuột, loài vật đã chết với số lượng lớn tại các khu vực bị nhiễm bệnh dịch hạch. Sau đó, ông kết luận rằng bệnh dịch hạch là căn bệnh dễ nhiễm và lây truyền được. Có khả năng chuột là phương tiện truyền bệnh chính và một trong những biện pháp phòng ngừa tốt nhất là tiêu diệt chuột. Tháng 8 năm 1895, Yersin trở lại Paris ngay trước khi Louis Pasteur mất vào ngày 28 tháng 9 cùng năm. Ông phối hợp với Émile Rousse, Albert Calmet và André Porren để chuẩn bị sản xuất huyết thanh phòng chống bệnh dịch hạch. Mùa hè cùng năm, họ nhận được kết quả khả quan để có thể chữa khỏi bệnh dịch hạch ở người. Ông nhớ Việt Nam và xin phép được quay trở lại Nha Trang để xây dựng một phòng thí nghiệm, và phòng thí nghiệm này trở thành Viện Pasteur vào năm 1904. Phòng thí nghiệm của ông đặt tại Nha Trang, tập trung nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm ở động vật. Yersin tích cực khám phá một loại dịch bệnh khác, dịch trâu bò, mà qua đó ông thu được nhiều thành quả. Mặc dù không thành công trong việc cô lập các tác nhân của loại bệnh dịch thứ hai, mà ông đã thành công trong việc chuẩn bị một số lượng lớn huyết thanh. Đó là loại huyết thanh khác với huyết thanh chống bệnh dịch con người, hay còn được gọi là dịch hạch. Để tạo ra loại huyết thanh này, Alexandre Yersin đã xây dựng một trang trại gia súc. Sau đó, ông thử mang giống bò châu Âu về để cải thiện gia súc địa phương bằng cách phối giống và đạt được những thành công nhất định. Để có thể chi trả cho tất cả các hoạt động này, Yersin phải làm nhiều việc khác nhau để có nguồn thu nhập ổn định. Chính vì vậy, ông quan tâm cả đến nền nông nghiệp nhiệt đới và thử sức với việc mang những cây giống nước ngoài về trồng tại đây. Năm 1899, ông thành công trong việc đưa cây cao su loại Heavy Brasiliensis về và thực hiện rút mũ cao su vào năm 1905 để bán cho ngành công nghiệp Pháp, đặc biệt là Michelin. Cao su được giới thiệu bởi Yersin tại Việt Nam là một nguồn lực kinh tế quan trọng cho đất nước. Ông cũng trồng thử nghiệm thêm những loại cây khác như sắn, thuốc lá, cacao, Coca-Cola, ipecac, cà phê, dừa, dầu cọ và nhiều loại rau và hoa như thực dược, cỏ roi ngựa, hoa violet, cây thuốc lá cảnh và phong lan. Năm 1915,
ông gặt hái thêm nhiều thành công với những đồn điền cây cankina. Để sản xuất một loạt chất điều trị mang tên ký ninh, chất này cho phép chữa bệnh sốt rét, loại bệnh được coi là tai họa khủng khiếp ở những vùng đất này. Để tăng sự thích nghi của những đồn điền, ông lắp đặt các trạm đồ cao ở Hòn Bà. Ngay sau đó ông quyết định dựng một ngôi nhà gỗ và làm một con đường để đến đó. Ông có viết rằng, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân tới một trong những ngọn núi khổng lồ, Hòn Bà, theo con đường quanh co mà chúng tôi đã vạch ra bên sườn núi. Trong tương lai, tùy theo khả năng, chúng tôi sẽ mở rộng con đường này để xe cộ có thể qua lại. Việc xây dựng ngôi nhà gỗ tại Hòn Bà kết thúc vào năm 1918 và trong những năm tiếp theo, ông đã dành một nửa thời gian để sống tại đó, chừng nào ông vẫn có thể leo núi. Ông giữ vị trí giám đốc của Viện Pasteur Đông Dương cho đến năm 1924. Cùng năm đó, ông trở thành tổng thanh tra danh dự của các cơ sở Viện Pasteur tại Đông Dương. Năm 1934, khi đã 77 tuổi, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự của Viện Pasteur ở Paris. Năm 1935, ông có mặt tại lễ khai trương của trường Trung học Giacsen Đà Lạt. Ngôi trường được xây dựng để vinh danh ông. Việc tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho ông khiến ông cảm thấy không thoải mái, bởi ông là người luôn muốn sống một cuộc đời đơn giản. Ở Việt Nam, ông được gọi là ông Năm, nghĩa là ông Năm, chính là 5 sọc màu vàng được gắn trên áo sơ mi kaki của ông, tương đương với cấp bậc bác sĩ, đại tá trong quân đội Pháp. Trong cuộc đời mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý: Học viện Palm, Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, Huân chương Rồng Hoàng gia của An Nam, thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học, Y học v.v. Tuy nhiên, ông không bao giờ tìm kiếm danh vọng hay sự thượng lưu mà hoàn toàn ngược lại. Giacsen là nhân vật vĩ đại bởi sự khiêm nhường trước những đóng góp của ông dành cho nhân loại hay trước lòng kính trọng dành cho ông. Vào những giây cuối của cuộc đời, ông muốn được ra đi một cách bình lặng, không kèn không trống. Alexandre Giacsen mất đêm ngày 28 tháng 2, rạng sáng ngày 1 tháng 3 tại nhà riêng ở Nha Trang, nơi ông đã sống những năm tháng cuối đời hết sức giản dị trong vòng tay bạn bè là những cư dân, những người đã chứng kiến lòng tốt chân thành của ông. Ngày 3 tháng 3 năm 1943, ngày đưa tang ông, theo sau quan tài của ông là một hàng dài người dân đến để bày tỏ sự kính trọng cuối cùng của họ. Giacsen được yêu mến bởi những người dân địa phương vì ông đã giúp đỡ và chia sẻ tình cảm của mình cho những người dễ bị tổn thương nhất, trẻ em, người già và những người nghèo nhất. Ở suối Dầu, trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ kín đáo, không xa các trang trại của mình, ông được chôn cất. Từ đó đến nay, ông luôn được tôn kính.